Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à bord de la saison 2 de Je t'offre un rail, le podcast qui va vous rendre accro au train. Je suis Tolt, votre chef de bord pour cet épisode réalisé avec le soutien de SNCF Connect, l'application de référence pour le train et les mobilités durables qui accompagne plus de 15 millions d'utilisateurs dans leurs déplacements en France et en Europe. Pour votre tranquillité et le respect de tous, nous vous invitons à utiliser des écouteurs pour profiter de ce podcast. Toute l'équipe au rail se joint à moi pour vous souhaiter un bon voyage, attention au départ et à la fermeture automatique des portes. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Ça me fait super plaisir de te recevoir dans notre podcast puisque tu es quand même devenu en quelques années une des figures les plus influentes sur les questions climat-énergie. Au cas où il y aurait quand même 2-3 ermites qui écouteraient cet épisode, je pense que ça peut être utile que tu te présentes auprès de nos auditeurs et que tu présentes tes nombreuses casquettes. Ma première casquette professionnelle, c'est d'être dirigeant d'une société qui s'appelle Carbone 4 et qui a vocation à confronter les entreprises à la question climat et à la question biodiversité. Alors, les confronter, ça veut dire qu'on leur offre des métriques, on réfléchit avec elles à ce qu'elles peuvent faire différemment, éventuellement on pointe des dangers. Enfin voilà, c'est à ça qu'on sert. J'ai une deuxième casquette qui est d'être président d'une association qui s'appelle le Shift Project et qui a rédigé du reste cet ouvrage et qui a vocation à intervenir dans le débat public en faisant des propositions sur la décarbonation, pour dire les choses de manière un peu simple. Je précise juste parce que vu que c'est filmé mais qu'il y a aussi des auditeurs, l'ouvrage que tu as montré, c'est donc le plan de transformation de l'économie française dont on parlera un peu plus tard. Voilà. Après, j'ai des casquettes annexes, j'ai envie de dire. Il m'arrive de temps en temps d'écrire ou de coécrire un livre. Et il m'arrive de faire des conférences, il m'arrive de faire des cours. Voilà. Et donc, justement, ça tombe bien que tu parles de BD puisque j'en profite pour parler de notre livre, puisqu'on va sortir un livre qui s'appelle « Voyager en train avec Ourail ». C'est un livre qui est déjà disponible en précommande au moment où on enregistre l'épisode, qui sort le 30 octobre et dans lequel il y a 45 itinéraires bas carbone pour découvrir le monde, mais aussi pour des week-ends sans avion un peu moins loin, et aussi plein de conseils pratiques qui seront très utiles à ceux qui nous écoutent. Voilà, c'était la petite parenthèse commerciale, et maintenant on repasse à l'entretien avec Jean-Marc. Donc pour commencer, j'aimerais que tu nous parles de ton rapport au train. Est-ce qu'on peut dire que tu es accro ? Alors accro, non, mais j'aime bien ça. En fait, je trouve que le train, c'est aujourd'hui... Alors, c'était déjà le cas avant, quand il y avait des livres à lire, des mots croisés à faire, et le paysage à regarder par la fenêtre, ce qui est un énorme avantage sur l'avion, parce que l'avion, par la fenêtre, on voit au-dessus. Alors, ça, 5 secondes, c'est fascinant, mais on ne regarde pas le paysage défiler pendant une demi-heure, quoi. Le train, je trouve que c'est une espèce de salon sur roulette, maintenant, c'est devenu assez confortable. Et donc, on peut y faire ce qu'on ferait dans un salon, quelque part. On peut être assis, lire, travailler, écouter de la musique, etc. On peut se lever, aller faire un tour au bar, ou même s'il n'y a pas de bar, enfin voilà, faire un tour aux toilettes. De temps en temps, on peut discuter. Il arrive qu'on rencontre quelqu'un qu'on connaît, qu'on ne connaît pas, enfin voilà. C'était plus vrai dans l'ancien temps avec les trains à compartiment. Maintenant, c'est un peu moins vrai dans les grandes rames TGV. C'est un peu moins convivial de ce point de vue, mais voilà, mais ça arrive quand même. Et donc, c'est un mode de transport que je trouve sympathique parce que c'est un mode dans lequel moi, j'estime ne pas perdre mon temps. C'est-à-dire que très souvent, et ça du reste c'est quelque chose qu'on voit par exemple dans le raisonnement des économistes des transports, les économistes des transports, ou exactement les gens qui font les calculs de rentabilité des infrastructures de transport, considèrent toujours que le temps pendant lequel on se déplace, c'est du temps perdu. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu faux quand on voyage en train. C'est beaucoup plus vrai quand on voyage en voiture. Il y a quelques fois où je dois faire des trajets en voiture. Quand on conduit, en général, c'est sur autoroute, c'est barbant. Et quand on est passager, c'est barbant. Donc, en fait, indépendamment de toute question de pollution, je trouve que ce n'est pas confortable. Et le train, je trouve que ça a c'est agréable. Et puis, alors là, c'est très personnel. Je ne sais pas si tout le monde est comme ça, mais il se trouve que quand moi, je travaille dans le train, je me concentre très facilement. C'est un endroit, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas parce qu'on est seul tout en étant entouré de gens. Je ne sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça a un côté détendant de travailler dans le train et c'est un endroit où je suis assez productif en général. Justement, si je ne dis pas de bêtises, tu as déjà fait des longs voyages en train. Notamment, il y a eu le Maroc, mais tu m'as aussi parlé de la Suède. Donc, je crois que c'était pour des raisons professionnelles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces voyages ? Je suis également allé en Pologne. En fait, je suis allé aux 2 COP en 2008 et en 2009 qui se tenaient à Poznan en Pologne et à Copenhague au Danemark en train. J'ai été faire une fois des conférences en Suède et j'avais dit à l'ambassade de France, je veux bien y aller mais à condition de venir en train parce que je ne prends plus l'avion. Et l'ambassade de France, qui a dû s'enquiquiner à me trouver un trajet avec 25 correspondances et qui a dû lui coûter un bras par rapport à l'avion, m'a quand même dit oui, parce que de toute façon, c'était ça ou rien. Et j'ai fait exactement le même genre de chantage pour aller faire des conférences au Maroc. Alors là, en fait, j'ai même fait un truc un peu hybride parce que j'y suis allé pour partir en bateau. L'aller s'est fait en allant en train à 7, puis on a embarqué à 7 pour aller jusqu'à Tanger. Puis à Tanger, on a pris le train pour Casablanca.
Puis alors, le train au Maroc, alors là, pour le coup, ne pas discuter, c'est un exploit. Parce que c'était les vieux trains corail à compartiment, là. Et alors, pas plus tard, on est à 30 secondes après être entré dans le compartiment, on commence déjà à discuter de la vie de famille de la personne qui est en face, quoi. C'est assez rigolo. C'était quand ça? C'était en 2000, c'était un paquet de temps, en 2006, je pense. Ouais, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des beaux trains maintenant au Maroc. Alors, je ne sais pas, j'y suis pas retourné en train depuis. Et puis, par contre, on est revenu en train à travers l'Espagne. Je suis revenu en train de Lisbonne. Moi, j'étais allé en bateau, en l'occurrence. J'avais aidé un ami à convoyer un bateau depuis La Rochelle. Et donc, je suis revenu en train depuis Lisbonne. Donc, il y avait un train de nuit jusqu'à Hendaye, mais qui apparemment a disparu. Ouais, depuis le Covid. Mais qui était très sympa. Train de nuit portugais, très confortable. Et je me rappelle très bien avoir payé dans le train de nuit portugais en première le même prix que la place assise en TGV en seconde pour aller de Hendaye à Paris. Et je suis revenu en train. Alors là, par contre, c'était très mal. J'étais allé en avion. Mais il se trouve que je revenais des États-Unis une rare fois des 20 dernières années où j'ai pris l'avion pour des raisons professionnelles. J'étais allé à la Banque mondiale et je m'étais dit que, vu l'occasion qu'on m'offrait de parler au public qu'on me proposait, là, j'aurais été vraiment idiot de refuser. Et j'en avais profité en revenant pour faire un crochet par Prague. Mais par contre, je suis revenu de Prague en train. Voilà, donc je n'ai pas sillonné toute l'Europe en train, mais enfin, j'en ai fait quelques-uns. Et ça a toujours été des voyages agréables. Alors, c'est des voyages agréables modulo les petites péripéties. Parce que les plus grosses péripéties que j'ai eues, donc j'espère que ça ne va pas redéclencher une guerre européenne, ce que je vais dire, mais c'est en traversant l'Allemagne. Je crois que pas une fois ça s'est bien passé. Ah ouais. Oui, les Allemands sont connus pour avoir des trains qui sont très facilement en retard. Et ils sont connus pour très mal gérer les correspondances quand il y en a. C'est quand vous avez un billet sans couture, enfin vous avez pris un billet Paris-Copenhague par exemple, avec une correspondance, je sais pas où, à Hambourg ou à Cologne, eh bien si jamais la première partie du voyage est en retard, la deuxième partie du voyage n'attend pas. Même s'il faut attendre 3 minutes. Donc une fois, je me rappelle être monté dans le train en courant, et une fois, je me rappelle qu'il y avait 2 heures de retard sur le premier train, et ben le deuxième, il est parti, ciao. Et le service client était discutable quand il s'est agi de me trouver un train de remplacement. Pas de remboursement, rien du tout? Si, j'ai fini par avoir un remboursement, mais à la limite, c'était pas ça mon problème. Mon problème, c'était surtout que sur le moment, c'est appréciable. Il y a d'autres endroits où c'est l'exact inverse. Je me rappelle être allé, par exemple, en train de Paris à Domodossola, en Italie, là, à côté du lac Majeur ou de Côme, je sais plus, enfin bon, bref. Un des grands lacs là, italiens. Et c'est pareil, on a le train qui devait... c'est quoi le premier train? Il allait jusqu'à Lausanne, je pense. Il a eu un pépin. Et donc, on a raté le train qui allait ensuite à Domodossola. Alors là, les Suisses, c'était nickel. Ils vous prennent en charge, ils vous payent l'hôtel. Ils ne vous laissent pas comme ça, quoi. La qualité de service suisse. Oui, mais la qualité de service... Alors, il faut pas même si on adore se plaindre de notre pays, moi, je trouve que la qualité de service de la SNCF, moi qui ai quelques années de plus que vous, en termes de service client, ils ont fait... C'est le jour et la nuit par rapport à il y a 20 ou 30 ans. Je suis d'accord. Moi, l'autre jour, j'avais un train de nuit qui avait quelque chose comme 6 heures de retard. On est arrivé à 13h au lieu d'arriver à 8h. Ils m'ont remboursé mon billet à 200%. Et sur le moment, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Donc, c'était une expérience assez désagréable. Mais en tout cas, au niveau du service client, j'ai trouvé qu'ils ont réagi très rapidement. Oui, en général, quand le train a un pépin, on sait pourquoi. L'information est donnée. Ils ne vous laissent pas pendant 3 heures sans information si jamais vraiment c'est long. Les correspondances, en général, sont assurées quand il y a un peu de retard. Ça, souvent, ils font attendre le train en correspondance, etc. Donc non, moi je trouve que globalement, la qualité de la prise en charge par la SNCF, elle est très bonne. Tu fais bien de parler justement de... On sait pourquoi les trains ont des problèmes, puisque ça va un peu au-dessus au niveau politique. Voilà, c'est tout simplement que les trains sont trop vieux et forcément ça... Pas toujours. Par exemple, l'autre jour, c'était pas un train, c'était le RER, mais enfin, il circulait pas parce qu'on avait volé un câble. Pas de la faute du politique. Après, il peut y avoir des problèmes. Alors, sur les trains de banlieue, il peut y avoir des problèmes parce qu'effectivement, le matériel souffre. Parce qu'il y a des sujets de maintenance, etc. Moi qui suis un usager fréquent du RERB, c'est assez fréquent qu'il y ait des problèmes sur la partie nord, qui est justement la partie SNCF. Et puis l'autre jour, j'ai été coincé 3 heures en rentrant de Saint-Nazaire. Il y a un arbre qui s'est abattu sur une caténaire et je veux dire, c'est pas de la faute du politique, quoi. Je veux dire, non, c'est clair. Ça, c'est de la faute du vent et du fait qu'à cause du réchauffement climatique, les arbres gardent la feuille plus longtemps. Donc, quand il y a un coup de vent, enfin voilà. Donc, non, moi, je suis pas trop critique. Alors après, je ne suis pas dans le secret des dieux. Peut-être que de temps en temps, il y a des retards qui pourraient être évités s'il y avait des travaux faits sur le réseau qui n'ont pas été faits, etc. Enfin bon, après, c'est toujours désagréable quand on a une demi-heure de retard. Mais comme encore une fois, pour moi, le train, c'est un salon sur roulette.
S'il a une demi-heure de retard, je travaille une demi-heure de plus. Ça me traumatise pas plus que ça, quoi. Voilà. Alors si c'est pour un motif personnel, on s'en fout complètement. Et si c'est pour un motif professionnel, on explique. Maintenant, tout le monde est connecté, donc on explique qu'on va avoir une demi-heure de retard. Et puis voilà, quoi. Oui, non, souvent c'est pas très grave. C'est vraiment pas grave. Enfin, je trouve globalement que c'est vraiment pas grave. Et c'est vrai qu'on a un niveau d'intransigeance par rapport au ferroviaire qui est quand même plus élevé que par rapport à d'autres modes de transport. Alors, d'une manière générale, on est ainsi fait qu'on est beaucoup plus indulgent avec soi-même qu'avec les autres. Donc, quand c'est de la faute des autres, c'est beaucoup plus facile d'être dur et critique que quand c'est de la faute de soi-même. C'est le vieux proverbe que vous connaissez parfaitement. Hein. On voit la paille qui est dans l'œil de son voisin et pas la poutre qui est dans le sien. Donc, voilà, on est tous fait pareil de ce point de vue. Super, en tout cas, on en sait un peu plus sur ton rapport au train. Et juste, parmi tous ces voyages en train, est-ce que tu peux nous dire lequel t'as préféré ? Alors, je crois que celui dont je garde le souvenir le plus ému en termes de voyage lui-même, c'est la Suède. C'était confortable. Alors à l'époque j'avais fait un voyage de vieux, j'avais une cabine de première avec la douche, machin, etc. Quand on regardait par la fenêtre, c'était joli. Il se trouve que ça c'est personnel, j'aime pas la chaleur et j'ai une forme d'attrait pour les pays nordiques. Voilà, donc aller au Maroc, il fait chaud. Moi, chaud, j'aime pas trop. Traverser l'Espagne, c'est sympa, mais il y a quand même beaucoup de paysages désertiques. Alors, une fois qu'on les a vus une fois, on les a vus une fois, quoi. Donc, je crois que j'ai préféré la Suède. La Pologne, c'était du train de nuit, donc paysage, je peux pas dire que j'en ai beaucoup profité. Et si en venant de Prague, j'avais vu des jolis paysages aussi. En traversant les Alpes, là, je me rappelle avoir vu des jolis paysages. Bon, on va attaquer le vif du sujet un peu. On va justement parler de cet ouvrage, donc le plan de transformation de l'économie française, le fameux PTEF. Ceux qui connaissent normalement ce jargon. Donc que vous avez rédigé collectivement avec pas mal de personnes du Shift Project, et dans lequel vous prenez plusieurs mesures assez concrètes pour décarboner la mobilité longue distance, et notamment une forme de sobriété sur les voyages très lointains. On se souvient notamment de ta proposition choc qui consistait à limiter à 4 vols par vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce sujet-là ? Alors, je vais déjà un tout petit peu préciser les 4 vols par vie. En fait, au moment où j'en ai parlé la première fois, ce n'était pas une proposition. Il se trouve que j'étais invité à la matinale de France Inter et Léa Salamé me dit « Mais si on veut être écolo en matière d'avion, je ne sais plus exactement comment elle avait formulé sa question, à combien de vols est-ce qu'on a droit dans une vie ?» Je ne sais même pas si elle m'a dit dans une vie. À combien de vols on a droit ? Alors, je fais un petit calcul de tête à ce moment-là. Je me dis, si l'aviation doit prendre sa part dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est un secteur qui doit faire moins 5% par an comme tout le monde. Je néglige les carburants de substitution parce que je considère à titre personnel qu'il n'y en aura pas énormément. Et donc, ça me donne moins 5% tous les ans, la quantité de kérosène qui reste en 2050 pour faire voler des gens. Je répartis ça équitablement entre les 8 milliards de terriens et je dis, voilà, par terrien, ça fait 4 vols dans une vie. Voilà, c'était une règle de 3. Hein. À ce stade, ce n'était pas une proposition. C'était la contrepartie de 2 hypothèses. L'aviation prend sa part et d'ici à 2050, on a divisé les émissions par 3. Dans le plan de transformation de l'économie française, ce qu'on dit sur la mobilité longue distance, c'est qu'en gros, aujourd'hui, alors les statistiques n'étaient pas exactement les mêmes à l'époque, mais maintenant, mais l'ordre de grandeur était le même. Hein. Il y a quelqu'un qui s'appelle Aurélien Bigot, je ne sais pas s'il est déjà venu à ce micro. Il est déjà venu. D'accord, voilà. Mais l'épisode n'est pas encore diffusé. D'accord, qui travaille sur la question et donc il publie tout un tas de statistiques très intéressantes sur les déplacements. Et donc pour les déplacements longue distance, en gros, la moitié des émissions, c'est l'avion et la moitié des émissions, c'est la voiture. Alors, on prend moins souvent l'avion que la voiture, mais quand on prend l'avion, c'est pour des distances beaucoup plus longues. Ce qui veut dire qu'une année donnée, les Français émettent à peu près autant en prenant l'avion qu'en prenant la voiture pour partir en vacances, pour dire les choses simplement, parce que les voyages longue distance, par ailleurs, c'est essentiellement des motifs de loisirs. Il y a un chiffre, notamment dans le livre, qui m'avait pas mal marqué, c'est 1/3 des gaz à effet de serre de la mobilité longue distance pour seulement 2% des voyages. Ça, c'est les avions long courrier. Oui, bien sûr. Donc, c'est une petite partie des déplacements. Et ce que Aurélien souligne très bien, c'est que quand on part en vacances, en fait, le facteur limitant, c'est le temps. Et donc, plus on a accès à des moyens de déplacement rapide, plus on va aller loin dans le même temps. Donc, en gros, un déplacement pour partir en vacances, c'est en moyenne 4 heures ou 5 heures, dans ces eaux-là. Et donc, si on va en voiture, on fait 400 bornes, en moyenne, hein, évidemment. Et si on prend l'avion, on fait en moyenne 4000 km. Mais on va toujours se déplacer 5 heures. Et donc, l'avion, contrairement à une idée couramment répandue, ne permet pas d'aller plus vite là où on serait allé en voiture. Il permet d'aller plus loin dans le même temps que celui qu'on aurait mis si on avait pris la voiture. Voilà, c'est très différent. Alors, dans cette équation, pour la mobilité longue distance, nous, on dit il y a 2 catégories. Il y a la voiture et l'avion court, voire moyen courrier, où le train est un concurrent sérieux. Dit autrement, là où je vais en voiture, le train peut parcourir le même genre de distance. Si je fais 600 bornes en voiture, le train peut faire 600 bornes et en fait, il les fera même plus vite.
Alors le problème que ça pose, c'est la mobilité au point de destination. Parce que, évidemment, si j'ai décidé d'aller passer les vacances en camping à Osgore, ou si j'ai décidé d'aller passer les vacances dans un gîte, je sais pas quoi, à Chapelle en Val-Gaudemar, le train ne va pas m'amener jusqu'au lieu de destination. Donc il y a un sujet de déplacement complémentaire pour aller jusqu'au lieu de destination, et puis il y a un sujet de comment est-ce que j'assure ma mobilité une fois que je suis au camping ou une fois que je suis dans mon gîte. Alors si j'adore la rando et que j'ai pas besoin de me déplacer et que j'ai le supermarché à pied, parfait, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, donc il y a un sujet, le train va fatalement, ou idéalement plus exactement, pas fatalement mais idéalement, avec une offre complémentaire pour les déplacements de loisirs, de mobilité autour de l'endroit où on va en vacances, puisque encore une fois, c'est des déplacements loisirs, l'essentiel de la longue distance. Alors là-dedans, il y a également la famille et les amis. Là, ils peuvent éventuellement nous transbahuter, mais en ce qui concerne l'avion court courrier, le train est à nouveau un compétiteur sérieux. Du reste, on l'a bien vu dans notre pays. Quand le TGV Paris-Marseille est arrivé, il a tué 80% du trafic aérien sur Paris-Marseille. Et j'attends avec impatience Paris-Toulouse en TGV, qui tuera la première. Alors, je suis désolé pour les gens qui y travaillent, mais ça sera très bon pour les émissions et très bon pour la consommation de kérosène. La première liaison domestique intra-européenne qui est Paris-Toulouse. C'est utile de faire ça également sur les capitales européennes. Donc je n'ai pas les statistiques sur Paris-Amsterdam, mais ça me paraît évident que le TGV Paris-Amsterdam ou le Thalys, enfin maintenant c'est Eurostar, Paris-Bruxelles, a tué, entre guillemets, une bonne partie de l'avion. Je connais personne aujourd'hui qui prenne l'avion pour aller de Paris à Bruxelles, quoi. Absolument personne. Et même pour aller de Paris à Amsterdam, je connais, voilà, Paris-Londres, c'est pareil. Bon. Donc en fait, ce qu'on propose dans le plan de transformation de l'économie française, c'est de mailler les capitales européennes avec des réseaux ferroviaires à grande distance pour supprimer une bonne partie de l'avion court, voire moyen courrier. Paris-Berlin, ça reste encore long, quoi. 8 heures, bon, faut être très... Moi, j'ai eu l'occasion, il n'y a pas longtemps, on m'a proposé d'aller à Berlin, j'ai regardé les contorsions, machin, en plus il n'y a pas de train de nuit pour rentrer, il faut se lever à 5 heures du matin avec le machin pour faire une correspondance. À 20 ans, j'aurais fait ça. Maintenant, ça m'amuse moins. Donc, bon, s'il fallait vraiment, je le ferais, mais je n'avais pas très envie. Donc, le train, sur ces destinations-là, est une alternative sérieuse à l'avion. Après, reste le long courrier. Alors, le long courrier, il n'y a pas d'alternative au long courrier, autre que le long courrier. Donc là, il faudra en faire ce que la technologie nous permettra de faire avec des carburants décarbonés, c'est-à-dire considérablement moins qu'aujourd'hui. Considérablement moins qu'aujourd'hui. Les 4 vols dans une vie, on n'en sera pas loin. Et à ce moment, faut vraiment en profiter. Donc je pense que l'avenir de l'avion à long terme, si on veut par ailleurs que ce soit démocratique, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 1% des gens qui font la moitié des vols en avion. Dans les pays occidentaux. Hein. Quand tu dis 1%, c'est 1% de la population mondiale. Oui, 1% de la population. Non. C'est pas 1% de ceux qui prennent l'avion. 1% de la population. Si. Non, pardon, 1% de la population des pays occidentaux assure la moitié des vols en avion. C'est les gens qui prennent, c'est les gens qui ont beaucoup de moyens et qui vont une semaine à Florence, la semaine d'après aux Bahamas, la semaine d'après je sais pas où. Enfin voilà, c'est... Bon, ces gens-là, ils prendront moins l'avion. C'est pas très grave. Ils y survivront probablement. Ils y survivront très bien. Et si on veut que ce soit un peu démocratique, personnellement, moi je serais assez favorable à un système qui ressemblerait un peu à ce que les Grecs avaient instauré pour leurs élites, là, qui est on est jeune, on a un ticket pour faire le tour du monde, donc riche ou pauvre. C'est un système un peu communiste, hein, mais riche ou pauvre, je sais pas, à 24 ans, 25 ans, 26 ans, 30 ans, je sais rien. Enfin bon, on prend l'avion une fois. Puis on en profite, on part 4 mois, 6 mois, et on en revient avec des souvenirs pour la vie. Et je pense que, en fait, ça serait pas plus mal, si on veut avoir des souvenirs pour la vie, que d'aller 3 jours à Bratislava, voilà, comme ça, pour changer les idées un week-end, 3 jours à Venise, une semaine au Club Med, je sais pas où, dans les Caraïbes, enfin, pour aller rencontrer d'autres Français. Enfin, donc je pense que si l'idée du voyage, c'est le rêve, le dépaysement, etc., on n'est pas du tout condamné à ne prendre que l'avion pour ça. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue et je le partage, comme disait l'autre. Et je me rappelle qu'il se trouve que j'ai fait pas mal de bateaux à voile dans ma vie aussi. Je pense que les arrivées en bateau, ça fait partie... Alors même à moteur, du reste. Hein. Découvrir la Corse au petit matin, sortant de la brume, en étant sur le pont du ferry, ça a une autre gueule que d'y arriver en avion. Quoi. Enfin, moi, je trouve. Et découvrir une côte après une traversée, c'est pareil. On est arrivé un jour en Irlande au petit matin, avec la côte sortant de la brume. On avait passé la nuit en mer. C'est un côte, je veux dire, beaucoup plus fort que l'arrivée dans n'importe quel aéroport. Alors évidemment, vous allez me dire, tout le monde ne fait pas de la voile, etc. Mais tout le monde peut vivre des choses. Tout le monde peut vivre un lever de soleil dans la montagne alors qu'on fait une balade à vélo. Enfin, c'est
il y a quand même des émotions très fortes qui sont à la portée d'à peu près n'importe qui. Et je pense que c'est important de modifier les schémas culturels qu'on a dans la tête, qui est la satisfaction quand on part en vacances est une fonction proportionnelle du nombre de kilomètres qu'on a parcouru, quel que soit le mode, quelle que soit la vitesse, etc. Ou alors fonction proportionnelle au nombre de photos qu'on a mis sur Instagram. Oui, mais ça, les photos sur Instagram, on peut les mettre même en allant pas loin de chez soi. Ah, ça c'est sûr. C'est pas un problème. Il y a tas de gens qui mettent sur Instagram les photos de ce qu'ils sont en train de manger, donc c'est la preuve qu'on peut pas la peine de beaucoup se déplacer pour ça. Alors, encore une fois, moi, je ne suis pas du tout pour que les gens restent planqués chez eux. De toute façon, biologiquement, ça n'existe pas. Là aussi, pour en revenir aux statistiques publiées par Aurélien Bigot, il nous dit les déplacements, alors là, pas longue distance, mais du quotidien, c'est 3 déplacements par jour et par personne. Et depuis 2 siècles, c'est 3 qu'on a des statistiques. Avant, on ne savait pas, mais je pense que c'était pareil. 3 déplacements par jour et par personne. Voilà, on est des animaux, on bouge. Donc, prôner l'immobilité, non, ça n'a pas de sens. Prôner l'absence de dépaysement, non, ça n'a pas de sens. Prôner le rejet total de l'avion, non, j'en suis pas là. Par contre, dire il va falloir qu'on se modère sérieusement, et donc les fois où on le prend, qu'on en profite pleinement, vraiment, et pas qu'on le prenne comme on prend le métro, ça oui. Et par ailleurs, on peut se dépayser avec à peu près tous les moyens de transport. En fait, le voyage le plus dépaysant est souvent le voyage lent. Et le voyage dans lequel on va avoir besoin d'interagir avec la population pour manger, dormir, trouver son chemin, etc. C'est-à-dire le voyage dans lequel tout est organisé, en fait, est un voyage beaucoup moins dépaysant et qui laisse beaucoup moins de souvenirs que les voyages dans lesquels on doit un peu se débrouiller par soi-même, ne serait-ce que pour trouver un endroit où dormir ou trouver un endroit où manger ou faire des courses ou qu'est-ce que ou chercher son itinéraire, enfin qu'est-ce que je sais, enfin ce genre de truc, quoi. Écoute, je pense que tu as dû comprendre qu'on était plutôt raccord là-dessus. Je vais quand même faire un petit peu l'avocat du diable, hein. Donc, dans le PTEF, vous tablez sur une multiplication du trafic ferroviaire par 3 en 30 ans, sur les trajets de plus de 80 km. Mais pour tripler ce trafic, il va bien falloir fabriquer plus de trains, plus de matières premières pour construire de nouvelles lignes, ou même pour les rénover. J'imagine que ça ne se fait pas par magie, il faut bien trouver du cuivre ou des choses comme ça. Donc, est-ce que là, on ne va pas avoir un problème de ressources aussi pour tripler ce trafic en 30 ans? C'est quand même énorme. Tout ne doit pas être triplé nécessairement si on triple le trafic. On peut jouer sur le taux de remplissage. Il y a des trains qui ne sont pas extrêmement bien remplis. On peut jouer sur l'augmentation du nombre de trains, mais ça ne nécessite pas nécessairement de tripler le nombre de voies. Voilà. Et on peut effectivement, dans un certain nombre de cas de figure, rajouter des voies. Pour être très franc, on n'a pas fait à l'époque l'empreinte matière de l'infrastructure qui est nécessaire pour tripler le trafic. Ce que je sais, c'est que quand on ramène la masse d'une rame aux passagers, on est sur des ratios qui ne sont pas très éloignés de ceux d'une voiture. On est à peu près à 1 tonne de ferraille par personne. Donc en termes de construction, on est à peu près dans les mêmes ratios que la voiture. Là, on ne gagne pas grand-chose. Par contre, au niveau de l'utilisation, là, on est considérablement plus bas que la voiture. Alors sur les voyages longue distance, le taux de remplissage des voitures, sauf erreur de ma part, il est un peu supérieur à 2. Ce qui veut dire qu'une personne émet un peu plus de 100 grammes de CO2 par personne, on va dire tout compris. Et là-dedans, il y en a de l'ordre de 20 qui sont liés à la construction de la voiture, 20 à 30. Pour le train, on va retrouver les 20. Alors, on ne va pas retrouver les 20, pardon, parce que la rame circule beaucoup plus longtemps que la caisse de voiture. Donc, elle pèse, il y a toujours 1 tonne de ferraille par personne. Sauf qu'une rame, ça ne s'arrête pas de circuler au bout de 200 000 km. Ça vit beaucoup plus longtemps que ça. Et ça va faire beaucoup plus de kilomètres par an aussi normalement. Donc en fait, quand on ramène la construction de la rame aux passagers kilomètres, on va se retrouver avec beaucoup moins que 20 grammes par personne pour les émissions de fabrication. Et par ailleurs, les émissions d'utilisation, c'est quelques grammes par personne avec l'électricité qu'on a en France. Donc malgré le fait qu'il faut construire la rame et qu'il faut cette matière, le report de la voiture sur le train est quand même quelque chose qui fait gagner énormément en termes d'émissions. Même la voiture électrique sur le train fait gagner des émissions. Parce que rapporté au kilomètre parcouru, la construction de la voiture électrique et de la batterie, ça représente beaucoup plus d'émissions que la construction de la rame rapportée au kilomètre parcouru. Et là, il n'y a pas besoin de batterie puisqu'il y a des caténaires. Il y aurait une idée quand même de transférer la matière utilisée aujourd'hui pour fabriquer des voitures vers du train. Oui, c'est une petite partie. On fabrique encore dans ce pays 1,5 million de voitures par an, quoi. D'accord. Donc à 2 tonnes par voiture, ça fait quand même 3 millions de tonnes d'acier. Bon, ça va, on fait quelques rames avec ça. Et ça m'amène à un autre contre-argument que tu as dû entendre maintes et maintes fois, qui est celui qui est souvent avancé, c'est évidemment celui de ne pas toucher au secteur aérien parce que ça représente beaucoup d'emplois. Et donc dans le PTEF, vous avez l'air assez serein sur le transfert de compétences, puisque vous considérez que les emplois perdus dans le secteur aérien pourraient être compensés assez facilement par le développement des mobilités bas carbone.
Je vais caricaturer un peu, mais est-ce que c'est bien sérieux de penser qu'on peut, voilà, je suis pas ingénieur, hein, mais fabriquer un réacteur d'A380, c'est pareil que de fabriquer un dérailleur? Alors, c'est un peu différent si on parle de la fabrication ou si on parle des services. S'il s'agit d'exploiter une ligne aérienne, là, il y a quand même beaucoup de similarités avec une ligne de chemin de fer. Il faut gérer des réservations. Ça, des deux côtés, c'est à peu près pareil. Il faut des gens pour conduire. Alors, c'est plus compliqué de conduire un avion qu'un train. Enfin bon, ça reste des gens pour conduire. Il faut des gens pour assurer le service à bord. Et il faut des gens pour assurer le service au point de départ et d'arrivée, donc les gares ou les aéroports. Donc, il y a quand même pas mal de similarités. C'est pas comme entre opérer un moyen de transport et faire pousser des carottes, quoi. Bon. Oui. On reste quand même dans des choses qui sont voisines. En ce qui concerne la construction, c'est très différent. Là, c'est clair que la construction d'avions est une industrie qui aujourd'hui profite beaucoup à la France. Et donc, une des raisons pour lesquelles on n'a qu'à moitié envie de voir le trafic aérien baisser, c'est que pour le moment, ça fait vivre le bassin toulousain, le trafic aérien. Ça donne du boulot et du boulot qualifié à plein d'ouvriers, plein de techniciens, plein d'ingénieurs, plein d'encadrements, plein de sous-traitants, etc. Et ça, effectivement, c'est un sujet. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ces gens qualifiés? Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Alors, il peut y avoir encore des similarités. Par exemple, un industriel du nucléaire me disait l'autre jour, Goguenard, qu'il y a énormément de besoins dans la filière et que les gens qu'il recrutait chez, alors je ne vais pas dire qui, mais enfin moi je sais, chez un gros équipementier de l'aéronautique, faisaient de très bons ingénieurs pour le nucléaire. Bon. Donc il y a quand même aussi des passerelles entre types d'industrie. Là en ce moment on va manquer de bras pour construire nos centrales. Peut-être que si on en embauche quelques-uns du secteur aérien, ils ne seront pas plus mauvais que d'autres. Ça, c'est un niveau de détail qu'on n'a pas regardé dans le PTEF. Là, il faut aller beaucoup plus en détail. Et ça, j'ai envie de dire, c'est aux filières de faire ce boulot-là. Donc les filières qui ont besoin de bras pour faire du nucléaire, de l'éolien en mer ou des voitures électriques, ou des ponts, ou des trains, ou qu'est-ce que je sais, il faut qu'ils regardent si dans les gens qui aujourd'hui fabriquent des avions, il n'y aurait pas des compétences qui pourraient les intéresser. Il y a un autre sujet qui est, alors qu'on n'a pas encore traité au Shift Project, mais qu'il va falloir regarder d'un peu près, qui est la question de la perméabilité entre les secteurs civils et les secteurs de défense. Parce que même si un jour on ne fait plus d'avions de ligne, je pense qu'on aura toujours envie de fabriquer des avions de chasse. Donc la question c'est, est-ce qu'on peut faire ça de façon isolée, ou est-ce qu'aujourd'hui l'aviation civile, quelque part, fournit une partie des compétences, de l'activité, etc., qui est utile pour que, par-dessus, on arrive à faire aussi des avions de chasse sans que ça nous coûte trop cher. Enfin, voilà, mais ça, j'ai envie de dire, c'est un problème qu'il faut qu'on garde en tant que tel. Il y a également quelque chose qu'il faut garder en tête en ce qui concerne le secteur aérien. Aujourd'hui, le secteur aérien consomme un petit 10% du pétrole dans le monde. C'est quand même pas rien. Le pétrole, il n'est pas éternel. Donc, même si on dit qu'on ne veut pas, de toute façon, le déclin pétrolier, on va y avoir droit un jour. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe pour le secteur aérien? Donc vaut mieux l'anticiper que le subir. Dans un travail qui avait été fait entre les Shifters et une association qui s'appelle Aérodécarbo, enfin à l'époque ça s'appelait Supaérodécarbo, qui est une association d'ingénieurs de l'aéronautique qui regardait comment est-ce qu'on pouvait avoir le meilleur compromis entre toujours un secteur aérien et la décarbonation. Et la conclusion à laquelle ils parvenaient, c'est que la meilleure option, c'est de faire décroître doucement le trafic, de 1, 2, 3% par an. C'est celle qui, en gros, préserve le mieux les contraires, marie le mieux les contraires. Donc la décarbonation, la préservation du transport aérien quand même, et le moins de casse sociale. Parce qu'ils disaient, si jamais, les simulations qu'ils avaient faites, c'est si jamais on attend que ce soit des événements extérieurs qui se chargent de faire baisser le trafic, notamment la pénurie de pétrole, etc., à ce moment, sur la période, il y aura beaucoup plus de casse sociale que si on gère doucement la décrue du trafic. Par exemple, le Covid, il y a eu de la casse sociale? Alors le Covid, ça a été une pause pendant 1 an. Ça n'a pas été une décrue continue. Donc on a mis sur pause, puis au bout d'1 an, on est reparti. Ouais, puis il y a eu des prêts de l'État, Air France par exemple. Voilà, donc non, il y a eu très peu de casse sociale, mais parce que on a appuyé sur le bouton pause, on n'a pas appuyé sur le bouton arrêt. Et justement, qu'est-ce qui pourrait... parce que bon, là, tu nous dis qu'il y aura moins de pétrole, mais les SAF par exemple, ils n'arrêtent pas de nous parler de SAF. Est-ce qu'il y a un avenir dans les SAF? Alors, j'avais fait un petit calcul d'ordre de grandeur sur un projet de SAF qui a eu lieu, qui est en cours dans le sud de la France. Il y en a même 2, un truc qui s'appelle Innovera et un truc qui s'appelle Biojet. Et à chaque fois, les ordres de grandeur que j'avais sur l'installation pilote amenaient à la conclusion que pour fournir en SAF la totalité des avions qui décollent de France aujourd'hui, donc on utilise à peu près 3 millions de tonnes de kérosène aujourd'hui par an en France, pour servir les avions qui décollent d'un aéroport français, essentiellement des aéroports parisiens. Pour remplacer ça par des SAF, 1 pour 1, je ne vais pas aller chercher plus loin,
il faudrait plus que la totalité de la récolte commerciale de bois en France. Et si on décidait de faire ça avec de l'hydrogène, il faudrait en gros un quart de la production électrique française. Je suis un peu perplexe sur le fait qu'on va alimenter le trafic aérien d'aujourd'hui essentiellement avec des SAF. J'y crois pas. Il va y avoir une concurrence d'usage sur la biomasse, une concurrence d'usage sur les terres cultivables et une concurrence d'usage sur l'électricité décarbonée, qui fait que je ne vois pas comment l'aviation aurait la totalité du gâteau. Moins de pétrole, ça va être fatalement un trafic aérien qui un jour ou l'autre va décroître. Ça peut ne pas décroître pendant un certain temps parce qu'on a moins de fuel dans le chauffage et moins de diesel dans les voitures. Donc à ce moment, ça libère la possibilité de faire plus de kérosène pour les avions. Mais ça, c'est toujours pas des SAF. Ça veut juste dire que les avions ont une plus grosse part du gâteau du pétrole restant. Ça revient à ça. Donc ça, effectivement, ça peut jouer pendant un certain temps. Mais que quand il n'y aura plus de pétrole du tout, on remplace le trafic aérien par des SAF, il n'y aura plus de pétrole. Quand le pétrole va vraiment commencer à décliner rapidement, qui est attendu pour dans 5 ans en gros, on remplace le kérosène actuel par des SAF. J'ai un pour un, encore une fois, j'ai de très gros doutes. Tu crois pas à l'avion vert, si je résume? Je ne crois pas à 4 milliards de vols verts par an. Voilà, quelques dizaines de millions de vols verts, je veux bien, mais 4 milliards, non. Et alors, ma question par rapport à ça, c'est est-ce que c'est possible d'envisager un avion vert si on se place dans un contexte où c'est que pour 4 millions? Parce que j'imagine que ça nécessite quand même beaucoup d'investissement, d'avoir un secteur fort. L'avenir dira, je ne sais pas. Ça fera partie de la façon dont la société gérera la question de l'équité. C'est-à-dire, si on dit la société investit une bonne partie des ingénieurs, des carburants durables restants, etc., pour faire voler quelques personnes qui ont besoin de se changer les idées, ou qui ont besoin de ça pour avoir des relations pacifiques, parce qu'il faut que les ministres se voient, qu'il ne faut pas qu'on se fasse la guerre, truc qui peut s'entendre. Mais par contre, tout le monde roule à vélo, je ne sais pas, ça sera la manière dont la collectivité va s'organiser. Si la collectivité dit non, il n'en est pas question, on veut tous avoir une petite partie du pétrole restant pour faire un peu de bagnole, un peu de pétrochimie, un peu de je ne sais pas quoi, et les gens, les riches, ils passeront le temps, ils prendront le bateau. Je ne sais pas, moi je n'ai pas de boule de cristal de ce point de vue sur cette question-là, je ne suis pas capable de décrypter l'avenir. Mais enfin, c'est en ces termes que la question va se poser, c'est-à-dire quand il n'y aura plus beaucoup de pétrole, est-ce qu'on le réservera prioritairement à l'aérien? Si on n'est pas passé assez vite à l'électricité et à la mobilité active pour la mobilité du quotidien, les gens ils auront qu'à se serrer la ceinture, ou est-ce que c'est pas comme ça qu'on va s'organiser? Ça je ne sais pas. Ouais, donc tu penses que ce sera plus contraint que choisi? Pour le moment, on en prend le chemin. Ouais. Pour le moment, le secteur aérien est quand même violemment dans le déni, globalement. Je dis bien globalement, en disant touchez pas à notre croissance, on va tout décarboner avec des SAF. C'est évidemment pas ça qui va se passer. Je te confirme que l'autre jour, j'étais avec un responsable RSE d'une compagnie aérienne. Bon, il me tenait plutôt un discours de lobbyiste que de responsable RSE. La question que j'ai par rapport à ça, je pense qu'on a bien compris qu'il y avait besoin de sobriété, mais maintenant, comment on accompagne justement ce besoin de sobriété à l'échelle d'une société? Le premier accompagnement, il est culturel. C'est ce que je disais tout à l'heure. Par exemple, sur le voyage, la sobriété, c'est quelque chose qui, dans ma vision à moi, est nécessairement désiré. C'est-à-dire, il y a 3 manières de faire des économies d'énergie, si je schématise. Une première manière qui ne relève que des ingénieurs, qui s'appelle l'efficacité. Donc, je prends toujours l'avion, mais pour m'emmener à la même distance, à la même vitesse, etc., il consomme moins d'énergie. Voilà. Moi, consommateur, j'ai fait 0 effort, je prends toujours le même avion, etc. C'est les ingénieurs qui ont transpiré. D'accord, ils ont fait un truc plus efficace. Donc ça, c'est l'efficacité énergétique et ça s'applique aux avions, aux cafetières, aux voitures, machines-outils, tout ce qui consomme de l'énergie. C'est un job d'ingénieur. C'est évidemment le mode préféré du pouvoir politique parce que ça fait porter l'effort sur une toute petite partie de la population. Et en plus, c'est rentable pour cette partie-là, puisque si on a le même service en consommant moins d'énergie, c'est plus économique. Donc, c'est que du bonheur. Le seul problème, c'est que globalement, ça n'a jamais permis de faire des économies au niveau de l'ensemble, à cause de ce qu'on appelle l'effet rebond, parce que si ça consomme moins d'énergie, ça devient plus accessible. Et à ce moment, la quantité de gens qui y ont accès, en général, fait plus que contrebalancer le gain unitaire qu'on a obtenu. La deuxième manière de faire des économies, c'est ce qu'on appelle la sobriété. Alors la sobriété, c'est quand on se passe délibérément de quelque chose, et du coup, ça évite la consommation de quelque chose en question. Par exemple, si quelqu'un, au lieu de prendre l'avion, prend le train, de façon choisie, on ne lui met pas le couteau sous la gorge, il dit je préfère, voilà, j'ai pas la possibilité d'aller à Amsterdam en avion, mais j'ai aussi la possibilité d'y aller en train, je préfère y aller en train. Voilà, ça c'est de la sobriété. J'ai vu un itinéraire sur Wise, ça c'est sûr. Voilà, ça c'est de la sobriété. Ou j'avais la possibilité d'y aller en voiture, j'y vais en train. Et puis il y a une troisième manière de faire des économies qui s'appelle la pauvreté. Alors c'est pareil que la sobriété, sauf qu'on n'a pas voulu. Donc la sobriété, c'est je le désire, la pauvreté, c'est je le subis.
Mais sinon, techniquement, c'est la même chose. On se passe de quelque chose et du coup, ça évite les consommations, notamment d'énergie, qui vont avec. Alors, on comprend bien que socialement, c'est pas pareil. Quand on désire, on est content. Quand on a ce qu'on désire, tout va bien. Quand on a quelque chose qui vous est imposé, on est moins content. Donc la sobriété, ça ne peut être que volontaire. Donc c'est ça la réponse à la question. Ça peut être que volontaire. Ce qui veut dire que pour susciter la sobriété, il faut faire naître le désir. D'où par exemple pour le voyage en train, il faut faire naître le désir du voyage en train. Si on dit juste aux gens, vous allez prendre le train parce que sinon vous êtes des affreux pollueurs, des méchants pas beaux, etc. Le train c'est vraiment chiant, vous savez, mais vous allez quand même devoir vous le palucher. Voilà. Alors pour les déplacements du quotidien, on peut prendre le même exemple. Si les gens disent quand même c'est plus confortable, j'évite d'avoir une voiture, ça me coûte moins cher, j'ai pas besoin de me garer dans l'autocar, dans le train, sur le vélo, etc. J'ai des avantages que j'ai pas. Voilà. Je suis moins stressé, j'en sais rien, je peux lire, enfin bon. Eh bien, je peux regarder une vidéo, parce que maintenant les gens lisent moins. Eh bien là, on est dans la sobriété. Si les gens doivent prendre le RER ou doivent prendre le bus, alors qu'ils voudraient y aller en voiture, mais qu'ils n'en ont pas les moyens, c'est de la pauvreté. D'accord. Voilà, c'est vraiment ça le point. Donc la sobriété va nécessairement avec le fait qu'on suscite l'envie. Donc c'est là qu'il faut. Donc le premier élément de la sobriété, c'est susciter l'envie. Donc ça porte sur les schémas culturels, ça porte sur les récits, ça porte sur les valeurs, ça porte sur la morale, ça porte surtout sauf sur la technique en fait. C'est bien ça le charme et la difficulté de la chose. Eh ben c'est parfait. Ça me fait une transition sur une question qui est justement en lien avec la sobriété, mais un peu plus personnelle, puisque tu es l'un des auteurs du succès littéraire de l'année 2022 avec Christophe Blain et votre BD Le Monde sans fin, qui s'est vendu à plus de 800 000 exemplaires. D'ailleurs, on a peut-être dépassé le million depuis. Oui, on a dépassé le million. Ouais. Bon, bravo déjà, c'est un très beau score. Et comme de notre côté, on sort aussi un livre, comme je l'ai dit au début, j'ai quelques notions de droit d'auteur et donc je m'autorise une conclusion que tu pourras peut-être me confirmer ou m'infirmer. A priori, tu as quand même très bien gagné ta vie ces dernières années. Or, comme tu l'as dit, souvent, le niveau de vie et empreinte carbone, c'est souvent corrélé. Et donc, ma question, elle est très simple. Comment on fait pour rester sobre quand on est riche ? Comment on fait pour résister à l'envie d'acheter une maison secondaire ou une troisième voiture ? Ou est-ce que c'est possible d'avoir encore envie de découvrir la Creuse alors qu'on peut tout aussi bien mettre 3 000 € dans des billets pour aller en Patagonie, quoi ? Alors, en ce qui me concerne, cet argent, il y en a 45% qui est retourné à l'État français. Et l'autre moitié dort sur un compte en banque en attendant qu'il me vienne une idée géniale pour savoir ce que j'en fais. Donc, je n'ai pas changé mon train de vie depuis. Alors, j'ai toujours eu un train de vie confortable. J'ai fait des études supérieures, je suis ingénieur, je gagne bien ma vie. Donc, voilà, j'en ai pas honte, mais c'est un fait que je gagne significativement mieux ma vie que la majeure partie des Français. Mais depuis le succès de ce livre, je n'ai pas changé la façon dont je vis. Il y a même des domaines dans lesquels j'ai plutôt diminué. Par exemple, depuis le Covid, j'adore le ski et depuis le Covid, je me suis remis au ski de randonnée, que j'en avais fait beaucoup quand j'étais jeune. Ça coûte plutôt moins cher et l'empreinte carbone est un peu plus faible. L'empreinte carbone du ski, c'est la bagnole pour y aller si on y va en bagnole et c'est le chauffage du logement une fois sur place. Donc la randonnée ou le ski de piste, ça ne change pas grand-chose. Donc ça coûte plutôt moins cher. Donc en ayant gagné un peu plus d'argent, je dépense un peu moins. L'avion, ça fait 20 ans que je ne le prends plus. Enfin, pour des raisons personnelles. Donc ça ne me manque pas. Enfin, je veux dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas nécessaire pour rêver. Et en fait, je dis pas ça juste parce que je suis dans une posture où je suis obligé de dire ça. Je suis parfaitement sincère quand je le dis. Et d'une manière générale, l'argent qui est arrivé en face de ce livre, il m'a pas servi à... je me suis pas dit instantanément, il faut que je m'achète une bagnole parce que jusqu'à maintenant... Non. Et on me reproche toujours autant d'avoir des fringues hors d'âge. Ça n'a pas changé ton train de vie et non. Ton empreinte carbone. Non. Alors peut-être qu'un jour je craquerai. J'achèterai un petit chalet à la montagne. Mais voilà, mais pour le moment, je n'ai pas fait. Et ça, justement, c'est quelque chose qui est naturel chez toi, c'est-à-dire qu'il n'y a juste pas cette envie, ou il y a quand même des petits exercices à faire. Non, il y a une blague que je fais souvent qui est de dire il y a deux catégories d'hommes. Pour les femmes, je ne me prononce pas, mais au moins pour les hommes, je connais un peu. Il y a ceux qu'il faut traîner par les cheveux quand il en reste dans les boutiques et ceux qui s'y précipitent. Et moi, je fais partie de la première catégorie. Donc, en fait, ça ne me coûte absolument pas, mais c'est ma nature, donc ce n'est pas un effort. Ça ne me coûte absolument pas de résister aux achats parce que ça me barbe d'une manière générale d'aller m'acheter des fringues, d'aller m'acheter des choses. Ça me demande un effort. Voilà, c'est vraiment le truc que j'aime pas. Donc de temps en temps, je me dis allez, j'ai des chaussures qui ressemblent à rien.
faut que j'y aille. Plus que des slips troués, il faut que j'y aille. Mais voilà, mais sinon, globalement, ça me coûte plus que ça ne me satisfait d'aller faire des courses. Voilà. Je sais qu'il y a une fraction des hommes qui sont comme ça, et donc eux, c'est pas la peine de les convaincre de résister à ça. Alors, cela étant, les mêmes peuvent être dépensiers dans d'autres catégories. Ça peut être des geeks, s'acheter le dernier truc électronique à la mode, etc. Moi, ça me manque pas non plus, ça. Donc, voilà. Quand on voit ton compte Instagram, on a l'impression que tu es très digital native. Alors, c'est pas moi le compte Instagram. C'est une personne de ma connaissance qui m'a ouvert ça. De même que, allez, maintenant ça commence à dater un peu, mais la page Facebook qui porte mon nom, elle n'a pas été ouverte par moi. De même que le compte TikTok, je crois qu'il y a un compte TikTok qui porte mon nom, il n'a pas été ouvert par moi. Donc pour le moment, c'est des gens qui font ça pour moi. Je les en remercie, du reste, et qui font ça avec bon esprit, quoi. Donc il n'y a pas de problème. Mais c'est pas du tout moi qui est. Ouais. Moi, le seul truc dont je me suis occupé en direct, c'est LinkedIn, et tout le reste, c'est pas moi. Ouais, ça va, LinkedIn, c'est du texte, donc c'est pas trop gourmand. Bon, on peut mettre une vidéo s'il y en a une, mais globalement, c'est du texte. Et justement, ton péché mignon, ce serait pas le petit chalet à la montagne, la nouvelle paire de skis Alors, il se trouve que ma paire de skis de randonnée est une paire collector, parce qu'elle m'a été donnée par un champion de ski. Ah oui. À qui les fabricants de skis donnent plein de paires. Et en fait, l'anecdote, c'est qu'un jour, on était partis faire du ski ensemble. Le mien, la fixation s'est arrachée. Et donc, lui, qui est, je ne sais pas s'il est guide, mais enfin, il pourrait l'être, a fait un truc extrêmement vexant pour moi. Il m'a dit, prends ma paire de skis, moi, je vais prendre le ski qui te reste. Et il est descendu à peu près aussi vite sur un ski que moi sur deux. Mais du coup, j'ai récupéré sa paire de skis. Voilà, donc j'ai une paire de skis collector. Donc même sur le ski, tu arrives à être ultra sobre. Bon, bah, c'est bon. Oui. Bon, et puisqu'on est passé sur un registre un peu plus personnel, il y a une autre question que je voulais te poser, puisque ces dernières années, tu es devenu, comme je l'ai dit, une figure quand même assez médiatique, même auprès des jeunes générations, puisque tu te fais inviter dans les vidéos des plus gros youtubeurs, et je parle pas de moi. Ce que j'ai remarqué à ma toute petite échelle, et que je constate de façon assez quotidienne, c'est tous les mauvais côtés de l'exposition publique, avec son lot d'insultes, de commentaires désobligeants, etc., surtout quand tu parles d'écologie. Donc j'imagine pas trop ce que ça doit être pour toi, ce que tu dois vivre au quotidien, et ma question est toute simple. Comment tu fais pour gérer ça ? Est-ce que tu as eu des moments de doute ? Et même pourquoi, même aujourd'hui, avec tout le recul que tu peux avoir, est-ce qu'il n'y a pas encore des arguments climato-sceptiques ou même plus largement fallacieux qui te font complètement sortir de tes gonds ? Les arguments climato-sceptiques, je ne suis pas confronté très fréquemment. Il y a quelques personnes que je soupçonne d'avoir un âge respectable, c'est encore plus que le mien, qui m'écrivent de temps en temps, parce que mon mail est public, donc c'est très facile de m'écrire, et qui m'écrivent de temps en temps en me disant vous racontez n'importe quoi, vous êtes un réchauffiste, je ne sais pas quoi. Bon, c'est epsilonesque. En fait, mes pires ennemis sont des gens qui me reprochent de ne pas être assez pur comme eux, dans la même catégorie, dans le même courant de pensée. Donc, c'est des gens qui se revendiquent aussi écolos, mais pas exactement comme je le suis. Ils passent un temps considérable à me critiquer, alors qu'on devrait faire front commun, plutôt, me semble-t-il, à me critiquer sur des petits points de différence. Ce qu'on appelle en français, en bon français, chercher les poux dans la tête des gens, quoi. Bon. Il faut vivre avec. Voilà. De toute façon, à partir du moment où on s'expose publiquement... alors, moi, je ne l'ai jamais vraiment cherché, quelque part. C'est arrivé un peu comme ça, quoi. Bon, je me suis lancé dans les sujets climatiques parce que je trouvais ça passionnant. L'exposition médiatique est arrivée par-dessus. Elle aurait très bien pu ne pas arriver. C'était pas un but en soi. Et maintenant, elle est là. Alors, ça reste modeste. À l'époque où j'étais dans les collaborateurs de la Fondation Nicolas Hulot, enfin, j'ai fait partie d'un comité scientifique à un moment. Hulot, dans la rue, il ne pouvait pas faire 3 mètres sans qu'on l'arrête, quoi. Moi, j'en suis vraiment pas là. Et heureusement. Voilà. Donc, il m'arrive de temps en temps de me faire arrêter dans la rue, souvent par un jeune. Alors maintenant, les jeunes, le truc qu'ils me demandent, c'est est-ce que je peux prendre une photo avec vous ? Bon, voilà. Alors, en l'occurrence, malheureusement, je leur dis non. Parce que je me dis que par hygiène personnelle, il faut que j'évite de commencer à faire ce genre de truc. Voilà, donc je leur dis très gentiment, avec un large sourire, que je suis désolé, que voilà, etc. Mais ça m'arrive, je sais pas, entre 0 et 2 fois par jour, quoi. Donc bon, voilà, ça dure 3 secondes. C'est pas au stade où ça me pourrit la vie, quoi. Ça m'empêche pas de sortir de chez moi. J'ai pas les paparazzis qui me courent derrière. Je pense que je trouverais ça très désagréable, mais j'en suis pas là et j'en serai jamais là. Donc c'est vraiment pas un sujet. La question des agressions sur les réseaux sociaux, pour moi, ça reste très limité. Ça reste très limité parce que je ne suis pas sur X, qui est quand même le défouloir universel. Moi, j'y suis pas. Je n'ai pas de compte à mon nom sur YouTube. Alors sur YouTube, c'est pareil. Sous les vidéos, quand il y en a qui sont de moi
ou des fois qui parlent de moi, parce que maintenant il y a des gens qui parlent de moi. Alors souvent c'est pour dire que je dis des bêtises, mais peu importe. Moi j'ai pas de compte YouTube à titre personnel, donc je commande pas. De toute façon, je rentre pas dans ces débats-là, puisque je peux pas techniquement, et j'ai aucunement l'intention d'ouvrir un compte YouTube. Déjà assez pris comme ça par le post que je fais sur LinkedIn, ça me suffit. Sur LinkedIn, les commentaires restent globalement assez polissés, parce que comme c'est un réseau professionnel, que les gens, sauf exception, disent qui ils sont. Quand vous dites qui vous êtes et que vous êtes là pour, entre guillemets, raison professionnelle, c'est compliqué de déverser des torrents d'insultes. Alors, de temps en temps, il y a quand même des gens qui ont des comportements que je ne qualifierais pas de très polis, mais ça reste très limité. C'est pas... Il y en a quelques-uns, toujours les mêmes, c'est pas très grave. Puis en fait, très rapidement, comme c'est un réseau professionnel, j'ai envie de dire, il se décrédibilise tout seul, quoi. Il suffit d'attendre. Et je me suis donné comme règle sur LinkedIn, de toute façon, de ne jamais répondre sur la forme. Dit autrement, si quelqu'un m'agresse, si l'argument de fond me paraît pertinent, et si par ailleurs ça ne fait pas partie des quelques individus avec lesquels de toute façon je serai dans un dialogue de sourds, c'est-à-dire ça ne sert à rien parce qu'ils vont revenir indéfiniment à me répéter la même chose, sans tenir compte de ce que j'aurais pu dire avant. Alors ils peuvent garder la même position, mais juste ils intègrent quand même. C'est globalement donc je réponds sur le fond, comme si les gens s'étaient adressés poliment à moi. Je ne fais pas de différence. Alors, c'est pas sympa pour les gens qui font l'effort d'être polis, parce qu'ils pourraient aussi bien me traiter d'abruti. Bon, c'est pas au stade où je puisse dire que ça m'empêche de dormir, quoi. C'est désagréable quand ça arrive, mais rien de plus. Même au moment où justement tu avais fait cette déclaration sur les cas de vol, où ça avait fait pas mal de bruit, etc., t'as pas senti que... Non. Après, il faut bien voir qu'on est protégé sur les réseaux par le fait que les réseaux, c'est communautaire. Donc en fait, les gens qui pensent que je suis vraiment le dernier des connards, je vais pas tellement les voir sur les réseaux. Parce que l'algorithme des réseaux fait qu'on a des informations de gens qui vous ressemblent, on est mis en contact avec des gens qui vous ressemblent, etc. Donc en fait, les gens qui vous haïssent franchement, les réseaux, quelque part, vous en préservent. Donc je ne sais pas s'il y en a qui me haïssent franchement, mais en tout cas, ils interfèrent peu avec mon existence. Parce que c'est vrai que ça, c'est un truc que beaucoup de personnes qui s'expriment publiquement sur l'écologie ont pu vivre. C'est pas toujours facile, même... Non, mais moi, j'ai pas droit au torrent d'insultes qu'on peut avoir sur X. X, c'est connu que c'est le défouloir, quoi. Je veux dire, mais même Instagram, ça peut être parfois... Alors Instagram, je sais pas, parce que j'y suis pas. Encore une fois, le compte qui porte mon nom sur Instagram, c'est pas moi qui le gère. Et la personne qui le gère a pris l'engagement formel de ne jamais répondre, de ne jamais commenter ailleurs. Et au niveau de tes proches, parce que ça c'est un truc que je vis personnellement, le fait d'être étiqueté comme l'écolo, est-ce que parfois justement ça crée pas un peu des discussions qui peuvent être un peu désagréables, alors qu'en fait t'es avec tes proches et t'aimerais juste avoir des discussions plutôt agréables? Ah non, ça va. Ça va. Ouais, ok. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir l'étiquette de l'écolo de service, parfois ça peut, ça peut créer un peu une étiquette où ça va être l'emmerdeur de service, et j'ai pas forcément envie d'être associé à ça, et j'aimerais que les gens parfois fassent la part des choses entre mon image publique et qui je suis au quotidien, quoi. Je vais pas dire que je suis l'exception sur Terre à ne jamais avoir de sujet de discussion avec des gens dans mon entourage, mais c'est comme tout le monde. Super. Et écoute, Jean-Marc, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'était comme d'habitude très intéressant. Et puis je te dis peut-être à bientôt dans un train. Merci. Mesdames et messieurs, vous êtes arrivés à destination terminus du train. Assurez-vous de n'avoir rien oublié et de vous abonner au podcast et à nos réseaux si ce n'est pas déjà fait. Toute l'équipe Ourail et SNCF Connect vous remercie d'avoir passé ce moment en compagnie de la team Train et vous dit à bientôt pour un nouveau voyage bas carbone.